Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette tranche de l'entretien de dimanche politique. En 2026, le visage du Bénin change et avec lui, la place de celle-là qui en constitue plus de la moitié de la population. Sous l'impulsion de l'Institut national de la femme, les lignes de la faille de notre société sont exposées, de la protection sacrée des mineurs au débat sur la redéfinition des rapports hommes-femmes, entre la nécessité de punir les agresseurs et le défi de ne pas fracturer les foyers. L'INF navigue dans ces eaux, mais déterminée. Dans cet entretien, nous plongeons, vous l'avez compris, dans la protection de la femme au Bénin. Nous sommes le 8 mars. L'occasion s'y prête, afin de découvrir si la justice pour toutes les femmes arrange toujours les femmes. La secrétaire exécutive de l'Institut national des femmes est notre invitée de ce matin. Bonjour Madame Gino. Bonjour Madame Kevoula. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir d'être avec vous. Est-ce qu'il faut dire bonne fête? Disons-nous bonne fête. Nous avons des raisons de célébrer. C'est vrai que c'est une journée de réflexion. Mais nous avons quand même de belles raisons de célébrer. Donc, bonne fête à nous. Bon, d'accord, on l'accepte. Bonne fête à toutes les dames qui nous suivent, à toutes les femmes. Mais qu'est-ce qu'on célèbre concrètement? On célèbre de belles avancées. On célèbre la condition de la femme béninoise qui s'améliore de jour en jour. On célèbre le vote de certaines lois qui promeuvent la femme aussi bien qu'elle la protège. On célèbre beaucoup de choses. Bonne fête à nous. D'accord, bonne fête à nous, bonne fête à vous, madame. Mais merci. Si vous deviez, on va dire, peindre peut-être le portrait de la femme béninoise aujourd'hui. Madame Gino, est-ce celui d'une femme libérée ou d'une femme encore en sursis? Bon, certainement plus en sursis. Okay? En sursis, c'était peut-être il y a 10-15 ans, mais là, plus en sursis. Je dirais plutôt libérée. Bien que nous ayons toujours des défis, il y a encore énormément de défis sur lesquels nous allons continuer à travailler, mais libérés. Libérés, pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons des institutions fortes, telles que l'Institut national de la femme, avec un mandat juridique et judiciaire, la possibilité ou le droit de pouvoir rester en justice, je vais y aller carrément comme ça, nous constituer partie civile, rester aux côtés des familles et des victimes du début jusqu'à la fin du processus judiciaire. Libérés, pourquoi? Parce que nous avons dans notre pays des lois qui ont été votées, je parle notamment du trio de lois votées en décembre 2021, la loi sur la répression des infractions commises à raison du sexe des personnes en République du Bénin qui est venue spécifier un certain nombre de violences qui sont des infractions, le harcèlement sexuel, le mariage forcé, le mariage précoce, les problématiques d'atteinte sexuelle. Le viol dans notre pays est un crime. Donc, c'est une belle avancée. Je pense aussi à la loi sur la santé sexuelle qui a été revisitée, actualisée pour permettre d'avoir des interventions volontaires de grossesse sécurisées parce qu'il y avait une flambée des décès de femmes dues à des avortements clandestins. Je pense aussi au code des personnes et de la famille qui en décembre, qui a été actualisé, qui permet aujourd'hui, en cas de refus de paternité à la femme, de ne pas biaiser l'avenir de l'enfant. Il y a des enfants qui arrivent au CM2 et qui n'ont pas de date de naissance, tout simplement parce que le père a dit je ne reconnais pas cette grossesse-là. Donc permettre à l'enfant d'évoluer sereinement sur le plan éducatif et donc donner cette possibilité-là à la femme de donner son nom à l'enfant, quitte à ce que lorsque le papa revient à de meilleurs sentiments, il puisse ajouter, faire les formalités et ajouter son nom. Donc ce sont de très belles avancées. Et là, je rentre quand même, je viens sur le plan de l'entrepreneuriat. Il y a énormément d'opportunités aujourd'hui. Je discutais avec un ami qui travaille à l'agence pour la promotion des petites et moyennes entreprises, qui me disait qu'il y a tellement de projets aujourd'hui. Il y a tellement de projets aujourd'hui où des financements existent au profit des femmes. Au profit des femmes. Et ce sont des avancées qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et si c'est le profil alors d'une femme libérée, quel est ce besoin aujourd'hui de placer le thème de cette année sous le sceau de la justice? Je pense que c'est droit, justice, action pour toutes les femmes. Alors, pourquoi ce besoin encore en 2026 avec toutes les avancées au Bénin que vous venez d'évoquer, de mettre encore l'accent sur ces éléments-là? Vous savez, le thème est un thème mondial.
Oui. Et il arrive que certains pays puisent leur thème national de ce thème mondial-là. En avons-nous dégagé ici au Bénin? Pas vraiment. Nous sommes allés sur le thème mondial. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que quand vous regardez un peu les statistiques sur le plan mondial, vous verrez que les femmes, en réalité, ne bénéficient que de 64% des droits juridiques dont bénéficient les hommes. Il y a encore un gap. Il y a de belles avancées, certes, mais il y a encore un gap. Ce thème vient nous rappeler tout simplement que nous devons placer la justice et la lutte contre les discriminations, le féminicide, toutes les violences, toutes tendances confondues, que nous devons placer vraiment cette justice-là au centre des réflexions de ce jour-là. Et lorsque le thème précise pour toutes les femmes et les filles, c'est le principe de no one behind. Personne ne doit être laissé derrière, peu importe l'âge, peu importe la condition sociale de cette femme, de cette fille, peu importe qu'elle soit vulnérable ou pas, peu importe qu'elle soit alphabétisée, lettrée ou pas, elle a droit à avoir une justice au même titre qu'un homme. Quand vous dites que dans le monde, les femmes ne bénéficient que de 64% de ceux dont les hommes... Les droits dont les hommes bénéficient. Bon. Je vais vous donner des exemples. Vous savez, il y a encore des domaines aujourd'hui où les discriminations persistent. Dans le travail, l'accès à la terre, l'accès à la procréation, je vais formuler ça comme ça, la retraite. Ce sont encore des domaines où nous devons encore pousser. Il y a encore du travail. Nous avons de gros défis à ces niveaux-là. Donc, sur ces plans-là, il n'y a pas encore réellement d'équité entre ce dont bénéficient les hommes et ce dont bénéficie réellement la femme. La loi sur le foncier, par exemple, est claire dans notre pays. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu as le droit d'hériter. Bien sûr. Mais dans certaines communautés, c'est encore un peu compliqué. Il est dit qu'à compétence égale, rémunération égale, c'est encore un défi. Donc, ce sont des questions sur lesquelles nous devons continuer de réfléchir pour trouver les bonnes stratégies pour arriver à bout. Vous menez un combat depuis un bon bout de temps. C'est vrai qu'en matière de célébration des droits de la femme, le Bénin n'a pas sa première édition. Nous la célébrons chaque année. Mais depuis que l'INF est entré dans le jeu, il y a beaucoup d'activités. Il y a les 10 jours, 16 jours d'activisme. Vous en avez même formé au self-défense. J'y reviendrai là-dessus, rassurez-vous. Mais en matière de résultats majeurs, aujourd'hui, puisque c'est l'occasion, on va en citer 3. L'INF aujourd'hui est fier, très fier cette année en matière d'avancée pour le respect des droits de femmes. Alors, première action dont nous sommes fiers, c'est d'être arrivé à mettre en place un mécanisme de prise en charge. Un mécanisme qui met la fille, la femme au centre d'un dispositif humain. Un mécanisme qui nous permet de faire le lien avec les autres acteurs de la chaîne de prise en charge, puisqu'il y a plusieurs acteurs, nous ne sommes pas seuls. Faire le lien avec les structures du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, faire le lien avec les structures de la police républicaine, les officiers de police judiciaire, les commissariats, faire le lien avec d'autres acteurs de la chaîne de prise en charge. Et un mécanisme qui nous permet aujourd'hui aussi de connaître ou d'avoir les grandes étapes de gestion en cas de crise. Qu'est-ce que j'appelle crise? C'est lorsqu'il y a des dénonciations de masse, des cas de viol de masse. Donc, ce dispositif-là a en son sein des pôles d'expertise. À l'Institut national de la femme, nous avons un pôle assistance aux victimes qui est la porte d'entrée qui accueille la victime ou le dénonciateur. Et dans ce pôle, nous avons des assistantes sociales et des psychologues cliniciennes qui accueillent, soutiennent et permettent à la fille, à la femme et au dénonciateur aussi de pouvoir se libérer. Ensuite, nous avons, du fait de notre mandat juridique et judiciaire, nous avons un autre pôle d'experts qui est le pôle affaires juridiques. Au sein de ce pôle, nous avons des avocates, nous avons des collaborateurs juristes et nous avons des cabinets d'avocats qui sont à l'extérieur de l'Institut avec lesquels nous contractualisons. Nous avons un autre pôle d'expertise qui est le pôle communication et sensibilisation, un troisième pôle qui est le pôle des antennes départementales et des points focaux pour la coordination de leurs activités sur le terrain afin d'assurer le maillage territorial. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme que nous avons mis en place et qui nous permet, dès que la victime franchit le pas, les portes de l'Institut, peu importe le mot de saisine,
qu'elle puisse véritablement être prise en charge. D'accord. Autre action majeure, c'est que l'Institut national de la femme s'est imposé aujourd'hui comme un acteur clé de la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences. Et nous faisons même plus peur que la criette. Et nous en sommes conscientes et c'est très bien comme ça. C'est une volonté politique marquée de créer une institution forte qui puisse permettre de faire reculer au maximum les actes de violence perpétrés sur les femmes et les filles. Et troisième action majeure, je vais parler de l'explosion de la confiance qu'on observe. En 2021, nous n'avions eu que 298 cas. En décembre 2025, nous avons eu 4590 cas. 4585. Donc, les populations font confiance aux institutions. Les populations, les communautés font confiance à l'Institut. Et ce ne sont pas seulement des plaintes reçues à Cotonou et environ. Ce sont des plaintes reçues sur tout le territoire béninois. Cela ne veut pas dire qu'il y a une explosion des cas. Les cas ont toujours existé, mais ça montre que les populations nous font confiance et qu'elles ont des services qui leur permettent d'avoir satisfaction. D'accord, ça ce sont des éléments de satisfaction. Il y a un point de votre réponse qui m'intéresse. Vous êtes consciente à l'INF de faire peur au sein de l'opinion publique, mais est-ce une bonne image? L'impression de certains, c'est que vous êtes venu presque en briseur de foyer. Est-ce que cette image-là, vous en êtes fière à l'INF? En fait, elle est une fausse image. Bon, c'est une perception que nous allons certainement corriger. Mais nous sommes conscients que nous sommes venus bousculer les lignes, déranger les codes. Nous sommes conscients de cela, que nous sommes venus bousculer les lignes, déranger les codes. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être une génération qui dise non à certaines choses. Ça ne fait de bien à aucune famille d'être confrontée à une violence. Ça ne fait de bien à aucune société de voir ses petites filles violées, de voir ses bébés violés, de voir ses femmes tabassées. Ça ne fait aucun bien à aucune société. Et nous, notre rôle, ce n'est pas de venir briser un foyer. Est-ce que la société elle-même n'arrivait pas à équilibrer? Absolument pas. Vous saviez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de remontée d'informations, ou très peu de remontée d'informations. Et le processus avant la création de l'INF s'arrêtait au niveau de la dénonciation. Le processus s'arrêtait au niveau de la dénonciation. Les femmes n'avaient pas la possibilité d'avoir accès à une justice équitable. Pourquoi? Il y avait beaucoup de barrières. Déjà dans la famille, on ne porte pas plainte contre son mari, nous allons régler le problème à l'amiable, et ainsi de suite. Il s'agit d'une famille, donc justement, cette question ne se règle-t-elle pas en famille? Absolument pas. Ne basez-vous pas une sociologie Absolument pas. Elle ne se règle pas en famille. Pourquoi je le dis? Je prends un exemple tout simple. Oui. Un cousin, un frère, un oncle, prenons même le cas extrême, un père qui violente sa fille, sa propre fille. Si vous pensez que cette affaire doit pouvoir se régler en famille, quel est l'avenir de cet enfant dans cette famille-là? Je vais vous raconter une histoire, un cas réel qui est venu à l'Institut national de la femme. Une jeune dame, une jeune fille qui, depuis sa puberté, se faisait agresser sexuellement par son propre père. La maman a été mise au courant de l'affaire. Elle s'en est plainte, elle en a parlé à la belle famille. La belle famille lui a dit, c'est comme ça que nous fonctionnons ici. Soit tu te tais, tu regardes faire, tu subis, soit tu pars. Et sa fille a subi ce processus jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte elle-même pour accoucher de son père, qui est le père de l'enfant et en même temps le grand-père de l'enfant, et cet enfant est une fille. Donc la jeune dame accouche d'un enfant qui est une fille, et jusque-là, tellement elle a été moulée dans ce désordre moral, je vais appeler ça comme ça, que pour elle, ça semblait tout à fait normal. Et le déclic n'est arrivé que lorsque elle a vu son père, entre griffes, son époux, le grand-père de son enfant, tourner autour de cette dernière. C'est seulement en ce moment-là qu'elle a eu le déclic. Et quand elle a signalé le cas, c'était dans une région de notre pays que je ne vais pas forcément citer, quand elle a cité le cas, donné le cas, la pointe focale de la localité a rapidement remonté l'information à l'Institut national de la femme. Nous l'avons prise en charge. Je vous assure qu'au départ, elle trouvait ça totalement normal. Et elle, son problème, aidez-moi à ce que mon homme, en griffe qui est mon père, me revienne. Et c'est
lors des séances de soutien psychologique, qu'elle a fini par comprendre que cette situation n'était pas dans l'ordre normal des choses. D'accord, l'acte est répréhensible. L'acte est répréhensible. On ne dit pas le contraire, Oui. mais est-ce que vous ne la sortez pas finalement de sa famille? On la sort de sa famille. Il faut la sortir Et de là, sa ça famille. arrange notre société. Ça arrange notre société. Parce que, vous savez, lorsque vous laissez courir ou lorsque vous laissez le flanc à une violence et qu'elle continue, moi j'aime souvent dire aux familles, nul n'est à l'abri. Ça peut m'arriver, ça peut vous arriver. Ça peut arriver à la femme lettrée, ça peut arriver à la vendeuse au bord de la rue. Nul n'est à l'abri des violences. Et lorsqu'on ne fait rien et qu'on laisse le flanc, on donne le flanc toujours à cette violence-là, elle continue. Nous ne sommes pas là pour briser les couples. Au contraire, c'est pour arrêter certaines dérives. Parce que, figurez-vous, comme je le disais, dans aucune famille, c'est un drame. Je ne vous raconte pas, c'est un drame. C'est un drame lorsque ce type de violence, le viol, le harcèlement. Imaginez un parent qui a souffert, qui s'est sacrifié pour envoyer sa fille à l'école et qui a peur maintenant qu'elle puisse entrer dans la vie professionnelle parce qu'elle subit ou parce qu'elle pourrait subir du harcèlement sexuel. Imaginez une jeune fille qui vient d'avoir son baccalauréat. Les enfants de nos jours ont le bac assez tôt. 15, 16 ans, il y en a même à 14 ans qui ont déjà le bac. Mais qui rentrent dans une faculté et qui est traumatisée à vie, qui a envie de devenir magistrate, qui a envie de devenir comme un tel, comme une telle autre personnalité, mais qui est obligée de sortir de sa vie, de son avenir, de sa perspective, tout simplement parce qu'elle refuse de soulever sa jupe. Ce sont des choses que nous devons définitivement arrêter. D'accord, mais en matière de harcèlement, il faudrait déjà qu'on s'entende sur, pas forcément la définition, mais le harcèlement lui-même. Depuis quand une femme, je suis une femme, je ne me retire pas, mais depuis quand une femme se laisse facilement, on va dire, approcher? Faire la cour, c'est tout un art. On prend le temps de faire la cour à une femme. Et c'est ça qui rend la chose séduisante, concrètement. Alors, à partir de quel moment cela devient du harcèlement? Les femmes elles-mêmes n'en abusent pas parce que, justement, vous existez. Non. Ne faisons pas d'amalgame. Il y a une différence entre insister et harceler. Quand vous écoutez, moi j'aime beaucoup écouter mes parents, les grands-parents. Quand vous écoutez nos grands-parents, vous racontez leurs histoires d'amour. Est-ce que ça ne vous plaît pas? Ça plaît. On a envie de vivre une histoire comme ça. Mais il y a quelques années, lorsqu'un homme vous fait la cour, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne autour de vous. Il se fait ami aux membres de votre famille. Si vous êtes dans un village, dans une communauté, il va au champ avec son futur beau papa. Si vous êtes en ville, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à devenir maître d'études, répétiteur à la maison pour vos jeunes frères. C'est comme ça qu'il s'incruste, tout gentiment, sans gêner votre paix. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Vous vous levez le matin parce qu'un jeune homme est en train de vous faire la cour et vous lui avez dit non. Vous vous levez le matin, vous avez 50 appels en absence sur votre téléphone. Vous avez des messages à longueur de temps. Du moment où la paix intérieure n'est pas mise en danger, il n'y a pas de souci. Vous avez évoqué des éléments entre-temps. Personne qui s'incruste, passe par la famille. Ça, c'est peut-être dû au canon existant entre-temps. Est-ce que ce n'est pas les nouvelles technologies qui imposent... Du moment où le monde évolue, justement. Et du moment où le monde évolue et que les pratiques évoluent, il faut mettre des garde-fous. Et de nouvelles garde-fous, oui. Il faut mettre des garde-fous et de nouvelles garde-fous. Et donc, j'étais en train de vous donner un exemple que je n'avais pas terminé. Et donc, vous vous retrouvez avec une cinquantaine d'appels en absence. Et parce que vous avez dit non, vous savez ce qui se passe? Ben, le jeune homme, avec sa bande d'amis, vous hue quand vous passez dans la rue. Ils se mettent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait? On prend votre visage, qui est votre vrai visage, et on va le coller à une femme qui est en mode pas très catholique, pas très jolie à voir. Et donc, ce sont des dérives auxquelles on dit non. La manière de faire la cour à une femme, on la connaît. Elle existe. Ce n'est pas parce que tu fais la cour à une dame, à une femme, que tu vas la forcer. Ce n'est pas parce que tu lui fais la cour que tu vas insister à lui laisser des tonnes de messages, ça stresse et c'est du harcèlement moral qui finit par devenir du harcèlement sexuel. Et je voudrais insister sur le fait aussi que les violences que nous connaissons aujourd'hui, malheureusement, et c'est une nouvelle forme de violence puisque notre société évolue, les règles évoluent et donc les violences que nous connaissons aujourd'hui,
physique, morale, verbale, sexuelle, ont quitté le physique pour aller aujourd'hui en ligne. Toutes ces formes-là de violence que nous connaissons dans le monde physique se retrouvent dans le monde numérique. Malheureusement, c'est l'outil... Malheureusement. Et malheureusement, donc, parce que c'est oui, l'Internet, voilà, le numérique a ses avantages et a ses inconvénients. Donc, nous ne sommes pas venus en fait pour briser les familles, au contraire. Au contraire, je ne vous dis pas. Lorsque j'entends certaines personnes qui disent « ouais, vous voulez castrer les hommes, vous êtes contre les hommes », je leur dis que quand je prends les statistiques de l'année dernière, par exemple, je crois que le mois d'août 2025, savez-vous que 65% des dénonciations que nous avons eues à l'Institut national de la femme sont des dénonciations venues des hommes. Des hommes qui dénoncent. Des personnes qui appellent. J'ai ma cousine dans tel cas, elle ne veut pas porter plainte. Je porte plainte. J'ai des professeurs, j'ai un collègue qui fait ci. Quand on regarde un peu les statistiques. Est-ce que ce n'est pas un effet d'entraînement aussi? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas un effet d'entraînement, c'est un effet de prise de conscience. Oui, c'est un effet de prise de conscience. D'accord, on va dire brosser le cas de la femme dans le foyer, oui. La jeune fille qui est acculée, etc. Vous estimez que votre objectif n'est pas de briser le foyer, mais tel que ça fonctionne. Ça va très vite avec l'INF, tu te retrouves en prison à force. Je vous explique. Tous les cas qui viennent à l'INF ne demandent pas, n'ont pas des diligences pénales, ne demandent pas une gestion pénale. Okay? Il y a des cas qui arrivent qui, avec une petite médiation, tout est réglé. Il y a d'autres cas. Ne me demandez pas, lorsqu'une jeune fille est violée, lorsqu'un bébé est violé, un enfant est violé, lorsqu'une femme est violée, ne me demandez pas d'aller dans la médiation. La loi est claire. Elle frappe tout de suite. Et moi, mon rôle, c'est de transformer cette volonté politique-là en une machine administrative qui permette à toutes les femmes et toutes les filles, peu importe leur nationalité, pour peu qu'elles sont sur le territoire béninois, de pouvoir accéder à une justice équitable. Et donc, tous les cas qui viennent à nous ne nécessitent pas une gestion qui va nous demander de déposer plainte au procureur, qui va demander qu'on constitue un avocat pour la victime. Non, il y a des cas. Mais je vais vous raconter une histoire. Quand vous faites de la médiation, oui. Ces femmes-là, elles survivent dans le foyer après. Bien sûr. Et elles vous écrivent. Il n'y a pas un œil... Non, elles vous écrivent en vous disant, voilà la situation que je vis, je suis mariée ou je suis en concubinage, nous avons tel nombre d'enfants, il ne donne pas la popote, aidez-moi à lui dire qu'il doit payer la popote, aidez-moi, je veux que vous m'aidiez. Et là, vous ne dites pas non? Non, on va l'aider. Il suffit de... C'est votre rôle toujours? Oui. Il suffit de convoquer le mari et de lui dire que nous avons été informés de ce que tant, mais voilà ce que dit la loi. Donc, nous vous prions de bien vouloir. N'est-ce pas de l'immixtion? Non, pas du tout. Ce n'est pas de l'immixtion. Non, un homme qui ne veut pas de l'ingérence dans son foyer et qui est chef de famille, parce que être chef de famille, ce n'est pas seulement à la bouche, doit faire ce qu'il faut. Et je pense que à nos grands-parents, on ne disait pas, voilà, le grand-parent peut-être il ne donnait pas de l'espèce sonnante et trébuchante, mais il avait un champ. Il avait peut-être 4, 5, 6 femmes, il partageait le champ, chaque femme travaillait et avait sa récolte à la fin du mois ou de la saison, pouvait vendre et avoir son revenu. Donc quand on est chef de famille et quand on ne veut pas de l'ingérence dans sa vie, eh bien, je ne vais pas dire à un homme, tu as épousé une femme, tu as des enfants, paye la scolarité pour tes enfants. Oui, mais là, ne vous substituez-vous pas au conseil de famille? Parce que non, pas du tout. Si des situations comme ça surviennent, je suppose qu'il y a une famille à laquelle la femme peut se plaindre. Oui, la belle famille. Cette facilité d'ouverture également de l'INF ne brise pas un peu trop... Absolument pas. Puisque dans le cas que je vous ai donné, du règlement des conflits. Pas du tout. Puisque dans le cas, vous savez, dans la majorité des cas, lorsqu'il y a un règlement, à la maison, en famille, avec la belle famille, c'est toujours en défaveur de la femme. Toujours en défaveur de la femme. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et les femmes qui m'écoutent, qui me suivent en ce moment, qui ont déjà vécu ça, et je pense que toute femme qui a été en mariage au moins une fois dans sa vie a déjà vécu ça, à 99,99%, soyons honnêtes avec nous-mêmes, c'est toujours en défaveur de la femme. On le dira, le mariage est compliqué.
pendant ce temps, elle est en train de se faire battre. Et les coups qui tuent, d'expérience, j'ai vu, les coups qui tuent ne sont pas les coups les plus forts. C'est généralement une paire de gifles mal positionnées. Et elle s'écroule, elle perd la vie, ses enfants deviennent orphelins, la famille est brisée. Et donc, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et je suis heureuse aujourd'hui de voir des rois, des chefs de terre, des imams qui contactent l'Institut national de la femme et orientent les cas vers nous, tout simplement parce qu'ils ont compris que le règlement à l'amiable est toujours en défaveur de la femme. Toujours en défaveur de la femme. La cellule familiale, lorsqu'il y a violence, lorsqu'il y a brimade, n'arrange ni la femme, ni les enfants, encore moins l'époux. C'est du leurre. Et on se trompe en étant dans ce leurre-là. On finit vieille femme, acariâtre, fatiguée, épuisée, alors que les responsabilités sont là. Ce que doit faire l'homme est là, elle existe. Ce que doit faire la femme existe. Donc le rôle de l'Institut national de la femme, je le précise, c'est de venir arrêter les dérives. Et des dérives, j'en vois tous les jours et sous multiples formes. À force de se protéger ainsi, madame, Oui. la femme, ne risque-t-on pas de créer une société de méfiance, puisque vous-même vous dites que vous entendez les critiques? Est-ce que l'INF, à force, dans votre mission évidemment, ne fabrique pas, malgré lui finalement, une société beaucoup plus de célibataires? Notre combat n'est pas orienté contre les hommes parce que les hommes sont nos alliés. Nous avons besoin de tout le monde dans cette lutte. Et les hommes, et les femmes, et les jeunes, et les vieux, et les adultes, et les imams, et les leaders religieux. Nous avons besoin de tout le monde. Entre la peste et le choléra, il faut choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Être une célibataire vivante ou une femme mariée morte? Il faut choisir. Donc, je pense vous que... préférez qu'elle soit célibataire? Non, dans je l'image pense... que vous donnez. Non, je pense que là, il revient à chacun de choisir sa partition. Moi, je préfère être vivante, célibataire, entreprenante, que d'être une femme mariée avec la bague au doigt, mais tabassée tous les jours par mon mari, violentée par mon mari, voir que mes enfants, filles, sont en train de subir le viol d'un membre de la famille et ne pas réagir. Je pense que chacun doit pouvoir choisir. Mais la position de l'Institut national de la femme est celle-ci, c'est de pouvoir réduire au maximum ces actes de violence-là, parce que nous avons une société en pleine évolution. La violence d'hier s'est déplacée. Et demain, on aura autre chose et la violence va encore muter. Donc, il faut avoir les âmes nécessaires pour pouvoir le faire. Maintenant, moi, je crois fondamentalement au mariage. Moi personnellement, je crois fondamentalement au mariage parce que j'ai des exemples. J'ai des exemples des personnes qui sont mariées depuis 15, 20, 30, qui se sont connues très jeunes et qui ont vécu toute leur vie ensemble et qui, pour moi, sont des exemples. Mais encore, faut-il bien choisir son compagnon ou sa compagne? C'est dans les deux sens. Il faut bien choisir. Et donc, je pense que l'éducation que nous faisons est aussi dans ce sens-là. Quand vous parlez d'estime de soi, de confiance en soi à une jeune dame, comment est-ce que vous imaginez qu'une jeune fille qui est allée à l'école, c'est difficile, avouons-le, qui a fait tout son cursus, elle a sa licence, elle a son master, mais parce qu'elle arrive en mariage, on lui dit, moi je ne veux pas que tu travailles. Je l'ai lu encore cette semaine, une plainte où elle disait, mon mari m'a dit, dès qu'on s'est rencontrés, je ne veux pas que tu travailles. Dans ma famille, une femme ne travaille pas. Je vais t'ouvrir un petit commerce et tu vas faire ce commerce-là. Alors quand tu acceptes ce genre de choses-là, il y a un problème. Lequel, c'est un gros problème d'estime de soi. Parce que vous savez ce qui s'est passé? Je n'ai pas terminé avec mon exemple. Je n'ai pas terminé. Parce que dans ce cas précis, vous savez ce qui s'est passé? Quand le couple a commencé à avoir un problème, vous savez ce que le monsieur a fait? Parce que c'est lui qui a ouvert la boutique. Il a tout simplement fermé la boutique. Il a foutu dehors, je vous dis, la dame avec les enfants. Et tout ce qu'elle nous demandait, c'est aidez-moi à récupérer quelques habits et aidez-moi à récupérer les vivres que j'ai achetés. Cela peut être un cas isolé, par exemple? Non, absolument pas. Tous les exemples que je vous donne là, je les ai en tête parce que ce sont des cas qui sont arrivés au quotidien. Donc, ce sont des exemples que j'ai en permanence dans la tête parce que ce sont des cas que nous gérons au quotidien. Donc,
pour revenir à la question, nous sommes dans une société où nous devons faire un choix qui est difficile, mais qui doit être fait. Ou nous faisons ce choix-là et nous l'assumons, ou nous ne le faisons pas et nous voyons la majorité de la population, les femmes, vivre dans un état désastreux et qui ne nous honore pas. Même sur le plan culturel, sur le plan traditionnel, ça n'honore pas. Ça ne nous honore pas du tout. Mais est-ce que tout ça ne monte pas à la tête des femmes, madame? Non, je ne pense pas. Je pense que, et dans tous les cas, nous, on veille au grain. Vous savez, quand vous arrivez... On va toujours faire le suivi. Hein, une femme quand vous arrivez à l'Institut national de la femme et vous me dites, mon mari ne paye pas la pension, ok, mais je vais inviter votre époux. Je vais discuter avec votre époux. Par contre, j'ai été violée. Je suis allée à l'hôpital, j'ai mon certificat médical, ou non, ou elle est venue, on l'envoie à l'hôpital pour qu'elle ait son certificat médical, parce que le certificat médical est une pièce maîtresse dans la suite de la procédure judiciaire. Mais pour les cas de viol, le cas de harcèlement, je n'ai pas la paix au boulot parce que mon supérieur hiérarchique, ou ma supérieure hiérarchique, parce que disons-le, c'est dans les deux sens, ou ma supérieure hiérarchique veut que je baisse mon pantalon, ou mon supérieur hiérarchique veut que je soulève ma jupe. Pour ces cas-là, il n'y a pas de demi-mesure, on dépose tout de suite une plainte. Comme je vous ai dit, tout n'est pas dirigé vers le judiciaire. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent, nous voient juste parce qu'elles veulent avoir un avis juridique. Voilà la situation que je vis. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux faire? Que dit la loi? Nous servons à ça aussi, à régler les choses. Il y a beaucoup de cas où la famille était en déclin, mais avec les classes de victimes, avec le soutien psychologique, elles sont arrivées à trouver leur équilibre et à être en bon thème avec leur époux. Bon, était-elle une self-défense autant? Self-défense, oui, self-défense. L'affaire de self-défense, là, vient d'où? C'est une... Non, en réalité, l'activité de self-défense, nous l'avons eue en décembre 2025 à la faveur des 16 jours d'activisme. Et nous avons eu cette activité-là tout simplement. Vous savez, quand on dit self-défense, ce n'est pas juste les positions de karatéka et autres. C'est d'abord se connaître soi-même. Quand vous suivez bien l'atelier, et nous avons eu un atelier en une journée, mais c'est même un atelier qui peut se faire sur toute une semaine, parce qu'il y a plusieurs aspects du self-défense à voir. Et donc, c'est d'abord une technique qui vous permet de vous contrôler et de vous maîtriser vous-même. Ensuite, c'est une technique qui vous apprend à mettre la distance de sécurité. À mettre la distance de sécurité. Faire un cours de self-défense, ce n'est pas tabasser quelqu'un. C'est tout sauf ça. C'est réagir seulement lorsque vous êtes en danger. Ce n'est pas parce que je suis une experte vous ne serez pas toujours là pour savoir qu'elle n'a réagi que quand elle est en danger. Non, souvent on réagit quand on est en danger. Je suis en sécurité ici. Là, je suis en sécurité. Il n'y a aucun élément qui peut faire dire à mon cerveau que je suis en danger. Donc, lorsque vous êtes en danger, vous savez que vous êtes en danger. Par exemple, une jeune femme qui prend un taxi ou qui est sur un ZIM et au lieu de la mener à un tel endroit, le ZIM dévie ou le taxi dévie et le chauffeur prétend vouloir se soulager et passe derrière et veut abuser d'elle. Elle a la possibilité de se défendre et de sortir rapidement de la voiture, de courir, appeler de l'aide ou voilà, de prendre son téléphone et d'appeler les secours. C'est ça. Et puis, on leur apprend aussi, on a appris aux femmes aussi à pouvoir partager avec une personne proche, quelqu'un de la famille, leur localisation. C'est important, par exemple, si nous habitons la même maison et que je veux sortir peut-être un soir, que je puisse arriver à l'endroit, mais envoyer une signalisation pour donner ma localisation. Ce sont tous ces aspects-là que nous avons appris aux femmes. Et puis, c'est bien aussi de savoir se défendre. C'est très bien de savoir se défendre. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle n'en abuse pas une fois non. dans leur... Ça va leur donner de la confiance. Parce que là, est-ce que vous ne, on va dire, mettez pas en difficulté les hommes dans leur propre foyer? Non. Vous imaginez que le « je t'aime » devient « je vais te tuer ». C'est dramatique. Parce que pour qu'un homme et une femme se mettent ensemble, ils se sont comptés fleurettes, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, quand je ne te vois pas, je ne respire pas. Mais comment est-ce que ça peut devenir? S'il y a quelqu'un avec lequel tu dois vraiment te sentir en sécurité, c'est ton époux, c'est ton épouse, ce sont tes enfants. Pourquoi est-ce que ça va devenir dramatique? Et on va
on va quitter le je t'aime, je veux bâtir ma vie avec toi, je veux construire une relation solide avec toi, à je vais te tuer aujourd'hui, je vais te détruire. C'est bon de savoir se protéger. Vous prenez une sorte d'égalité pour tous, hommes comme femmes. Si les rôles des deux sont répartis depuis la création même de l'humanité, ce combat d'égalité que vous cherchez à faire, c'est pas qu'on est contraint. Moi, je suis obligée de poser la question. Ouais. Est-ce que vous ne venez pas presque comme le cheveu dans la soupe à vouloir tout faire pour avoir quelque chose dont on n'avait même pas droit depuis la création? On a toujours eu droit. Dieu, à l'origine, n'a jamais demandé à ce que Adam tabasse Ève. Non. Dieu lui a dit qu'elle est une aide. Et l'aide, c'est la personne qui vous guide et qui vous donne la direction. Et lorsque vous arrivez à tabasser, à violenter votre aide, vous êtes perdu. Non, vous assure, est-ce que vous, je ne vous coupe pas, Ouais. hein, je suis obligée de relancer. Est-ce que vous scrutez parfois le comportement même de la femme dans son foyer? On ne justifie pas la violence, c'est sûr, mais quels sont les actes qui ont conduit à la violence? Est-ce que vous enquêtez Oui. pour voir comment ça fonctionne réellement Vous dans ce savez, foyer? mon rôle n'est pas de chercher à savoir ce que la femme a fait ou ce que l'homme a fait. Vous savez, nous prônons à l'Institut national de la femme la non-violence. Oui. Quelle que soit la situation, il ne faudrait pas qu'il y ait dérive. Il ne faudrait pas qu'il y ait violence. Hier, je ne sais plus trop dans quelles conditions, mais on m'a raconté une histoire. Malheureusement, je ne me rappelle plus les conditions, mais votre question me rappelle cette histoire-là. D'un homme qui est venu, je crois, soit dans un commissariat, soit dans un guichet unique de protection sociale, et qui a dit « Faites sortir ma femme de la maison, parce que je me suis retenue pour ne pas lever la main sur elle. » C'est ce que nous voulons. Peu importe la situation, tu n'as pas à lever la main sur ton épouse. Tu n'as pas... Vous savez, il y a des parents qui... Il y a des familles dans lesquelles... Et je l'ai vu encore hier. Hier, j'étais dans une masterclass où je parlais à des jeunes hommes, des jeunes filles à l'université. Donc, la tranche devait être 17, 22 ans, 23 ans. J'ai encore eu confirmation. Il y a des parents qui terrorisent leur enfant. De telle sorte que même lorsqu'elle subit une violence dehors, elle ne peut même pas en parler. Et c'est seulement quand il y a grossesse. Elle a été violée, mais elle ne peut pas en parler. Parce que si elle en parle, qu'est-ce qui va se passer? On va la tabasser. On fera une réunion de famille sur elle, en présence de son agresseur. Ce que je vous dis là se passe dans les familles. Il y a des femmes, des filles qui ont été violentées, qui savent qu'elles ont été violentées et qui ne peuvent pas en parler à leurs parents. Et qui nous appellent et qui appellent la ligne verte de l'Institut, le 114. J'ai été violentée. Voilà l'identité. Voilà ce qui s'est passé. Vous savez, je vois tellement de cas. Je vois tellement de souffrances de femmes. Je vois tellement de souffrances de jeunes filles dont le destin est brisé que jamais personne n'arrivera à me convaincre que la bataille que nous sommes en train de mener, que le fait que l'Institut national de la femme soit le bras opérationnel des politiques genre au Bénin ne soit pas une bonne chose. Quand je regarde les statistiques, je sais que nous sommes en train de progresser, même si c'est tout doucement, nous sommes en train de progresser vers un Bénin où la femme peut avoir, où le Bénin sera tout simplement un oasis pour la femme. Donc, vous n'avez pas peur qu'à la longue, elle se retrouve seule parce qu'un peu trop protégée. J'ai posé déjà la question tout à l'heure. Non, on ne protégera jamais assez une femme. On ne protégera jamais assez un homme. Des fois même, nous sommes amenés à la protéger contre elle-même. Parce que tellement elle est restée moulée dedans. J'ai reçu en 2023 une dame qui est venue, et c'est sa sœur qui l'a amenée Manu Manitari à l'Institut national de la femme. Quand elle est venue, elle avait tout le bras enflé. Donc la première des choses avant même de l'écouter, c'était de la référencer pour qu'on prenne soin d'elle. Donc on a pris soin d'elle, elle a eu les soins nécessaires, tout ce qu'il fallait comme antidouleur. Elle avait fait 30 ans. C'est une dame, quand vous la voyez, vous sentez qu'elle a été lessivée par la vie.
Elle a fait 30 ans de mariage, 30 ans où elle a été battue. Battue. Et lorsque nous l'avons finalement écoutée, nous lui avons exposé les différentes possibilités. Elle nous a dit, je ne veux pas qu'on emprisonne mon mari. Je lui ai dit, je suis obligée de vous protéger contre vous-même. Aujourd'hui, je vous ai vu, par la grâce de Dieu, vous respirez. Parce qu'il est déjà arrivé des cas où la dame est partie, mais elle n'est jamais revenue. Elle a été, c'est-à-dire, elle s'est retrouvée 6 pieds sous terre. Je lui ai dit, nous sommes bien obligés de vous protéger contre vous-même parce que vous avez été moulé. Vous pensez que c'est normal. Oui, c'est parce que j'ai fait telle chose qu'il m'a tabassé. Je lui ai dit, votre mari, on va le mettre un peu à l'écart pour que vous puissiez être rétabli. Et pour qu'il puisse comprendre qu'il n'a pas le droit de vous tabasser. Ça fait 30 ans. Et elle le dit. Et dans nous, il ne veut pas comprendre. Il y a eu des successions, tellement que les organisateurs des réunions de famille sont épuisés. Et finalement, ce sont eux-mêmes qui nous contactent pour nous dire, on a tout essayé, mais il ne veut pas comprendre. Aidez-nous à lui faire comprendre. Moi, je reste convaincue de ce que nous faisons. Qu'en avez-vous fait? La détresse émotionnelle dans laquelle lui-même se retrouve. Le monsieur, dans une détresse émotionnelle, mon rôle est de corriger la détresse émotionnelle de la victime. Donc, bon, celui qui... La détresse émotionnelle du bourreau sera corrigée au commissariat. C'est toujours la solution? Oui. C'est radical, non? Oui, mais on n'a pas le choix. Là, vous ne faites pas d'un poids, deux mesures? Non, pourquoi? Expliquez-moi. Oui, parce que la victime, elle a besoin d'une prise en charge, c'est normal. Mais celui que vous indexez comme bourreau, s'il finit en prison, ça fait de la charge? Ça fait de la charge, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez plutôt enterrer la dame? Non, c'est pas peut-être le propos, madame. Mais qu'est-ce que vous faites pour lui? Il n'y a que la destination prison pour pouvoir régler le cas. Non. Quelle éducation? Oui. Non, l'Institut national de la femme. Comme ça, ben là, première chose, l'Institut national de la femme n'est pas le seul acteur de la chaîne de prise en charge. La particularité de l'Institut national de la femme est que nous nous occupons des femmes et des filles sur le territoire. Ça, c'est notre particularité. Nous ne nous occupons pas des hommes. Les hommes, quand ils viennent à nous, et il y a des hommes qui viennent à nous, les hommes, quand ils viennent à nous, nous les écoutons et nous les réorientons. Il y a les commissariats, il y a les tribunaux. Il y a un homme qui veut porter plainte, par exemple. Voilà ce que nous faisons. Nous l'écoutons pour comprendre son besoin et puis nous le réorientons. Donc, nous, notre but, notre rôle, c'est de nous occuper de la victime. Il y a d'autres structures qui existent, qui prennent en charge les victimes, qui prennent en charge les mises en cause. Donc, il nous faut l'Institut des hommes, finalement. Parce que les hommes également sont violentés, madame. Oui, mais pas autant violentés que les femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes violentés. Il y a des petits garçons qui sont sodomisés dont les cas arrivent à moi. Très cru. Excusez-moi, je sais, je suis à la télé, je suis cru. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Bon, c'est la réalité. Et c'est un homme qui le lui fait. Ce n'est pas une femme qui le lui a fait. Donc, autant les garçons, mais plus les filles, mais il y a des garçons. Et ce sont des cas réels. C'est juste que je ne peux pas vous donner de nom parce que les affaires sont devant les tribunaux. Voilà, je ne peux pas donner d'identité ni sur les victimes, ni sur les mises en cause. Mais ce sont des cas réels. Et ce sont des hommes. Les hommes sont laissés pour compte. Un homme qui aujourd'hui ne se sent pas en sécurité et qui veut déposer une plainte, c'est très facile pour lui de le faire. Mettons l'ego à part. Si on met l'ego à part, un homme qui veut aujourd'hui avoir accès à la justice, déposer une plainte et autres, c'est très facile de le faire. Dans le commissariat le plus proche, au tribunal, dans les guichets uniques de protection sociale, et les hommes et les femmes sont leurs cibles. Nous, la particularité de l'Institut national de la femme, ce sont les filles et les femmes. D'accord. Et quand vous prenez en charge toutes ces femmes-là, elles deviennent quoi à la longue? Elles deviennent quoi à la longue? Alors, de leur foyer? Non, toutes les femmes ne sortent pas de leur foyer. En tout cas, voilà. Il doit en avoir qui ne retourneront pas. Une fois que la prise en charge psychologique, parce qu'on n'en a pas parlé, la prise en charge psychologique est prise en compte, la prise en charge juridique est prise en compte, et parfois peut-être, en fonction de la nature du dossier, la prise en charge judiciaire, la femme commence à se retrouver. Et en cas de violence extrême, inceste, viol, coups et blessures sur personnes vulnérables. En cas de violence extrême, lorsque la femme ou la fille est
est estreinte de sa famille, nous avons des centres d'hébergement. Et le 4 mars dernier, en Conseil des ministres, le Conseil des ministres a aussi autorisé la contractualisation pour des études architecturales et pour la construction de 3 centres. Donc très bientôt, nous aurons un centre dans le Grand Nokoué à Alada, un autre à Savalou et un autre à Parakou. Et au niveau de ces centres-là, en dehors de la prise en charge psychologique, juridique, judiciaire, il y a aussi des activités génératrices de revenus. Oui, tout ça, c'est bien, madame. Oui. C'est même à encourager. Mais les femmes qui se retrouvent après, enfin, qui se débrouillent peut-être seules, vous êtes sûr qu'elle va encore essayer... oui, elle ne se débrouille pas seule, elle est prise en charge et ensuite elle retourne dans sa famille. Elle retourne dans sa famille. Et si le bourreau, le mis en cause, est en prison, mais elle retourne dans sa famille. Elle vient d'une famille, non? Une femme vient d'une famille. Moi qui suis ici, je viens d'une famille. Voilà, si vous êtes marié, vous quittez une famille, vous rejoignez une autre famille. Donc, quand nous avons fini le processus psychologique, prise en charge sociale, autonomisation, mais elle retourne tout simplement dans sa famille. Il n'y a pas que les femmes. Bon, on a beaucoup parlé des femmes, puisque évidemment, c'est le propos, c'est pour comprendre un peu ce combat, vous faire réagir à la perception populaire. Vous avez eu le temps d'expliquer concrètement comment vous travaillez, mais vous ne vous occupez pas que des femmes, vous vous occupez également des violences faites aux mineurs, en tout cas les petites filles. Alors, vous avez déjà expliqué comment vous intervenez quand l'agresseur vient de la famille elle-même, mais la tolérance zéro porte-t-elle ses fruits? Oui. De plus en plus. La tolérance zéro porte ses fruits. Quand je regarde les statistiques, au plan national, les statistiques sont encore plus... quand je dis au plan national, c'est lorsque je combine tous les acteurs de la chaîne de prise en charge. Mais quand je regarde les statistiques de l'Institut national de la femme, le travail qui est en train d'être abattu est en train de porter ses fruits. Et encore plus des communautés. Parce que lorsque, par exemple, en 2024 et en 2025, nous avons fait le tour du Bénin pour aller à la rencontre des leaders religieux, des leaders traditionnels, des imams, des prêtres. Parce que vous savez, dans ces communautés-là, la personne qu'on écoute, c'est le Runongan, c'est l'imam, c'est le chef de terre. Lorsque nous avons fait nos campagnes de sensibilisation et que nous avons mis d'un côté ce que disent les textes de loi et de l'autre nos valeurs traditionnelles, je vous assure, de plus en plus, ces acteurs-là, qui sont des acteurs de premier ordre au sein des communautés, ces acteurs-là ont compris que il y a des cas vraiment où le règlement à l'amiable n'est pas la meilleure des choses à faire pour la protection de la femme ou de la jeune fille. Il y a un imam qui nous a raconté que, il y a quelques années, il aurait béni le mariage d'une gamine de 14 ans et d'un homme de 40 ans, mais qui aujourd'hui a compris qu'il n'y a pas question qu'il puisse bénir un tel mariage parce que c'est un mariage précoce et un mariage forcé. Ce n'est pas normal pour une petite fille de 15 ans, 14 ans, 16 ans d'aller en mariage parce que dans la majorité des cas, il n'y a pas de consentement. La loi dit qu'un mineur de 16 ans, lorsque la demoiselle a moins de 16 ans, elle n'a pas de consentement. Donc, une fille de 16 ans ne peut pas me dire je veux épouser tel monsieur et je consens. Non, il n'y a pas de consentement. Nous devons laisser les filles poursuivre leur trajectoire et aller jusqu'au bout. Le maintien à l'école, aujourd'hui au Bénin, est un élément fondamental. Et le gouvernement a mis énormément de ressources en place. Les cantines scolaires, tout ce qui va permettre à la fille de pouvoir aller sereinement à l'école. Et lui permettre d'aller à l'école et non pas à 14-15 ans de contracter un soi-disant mariage et de commencer à faire des enfants, c'est lui permettre d'évoluer, d'aller le plus loin possible. Soit elle continue à l'école, soit elle continue avec un métier, voilà, un métier noble pour pouvoir être une femme autonome demain. Et comment vous travaillez à ce que le nom de la fille ou le nom du petit garçon, puisque vous dites qu'il y a les petits garçons qui sont victimes de violences, soit accepté sans acte de représailles? En fait, je pense que c'est un travail qui doit même commencer à la maison. Il faut que dans nos familles, on puisse commencer à... Parce que
Vous allez peut-être trouver que je suis dure, mais je le dis en fonction de ce que je vois tous les jours. L'agresseur n'est jamais loin. La personne qui va venir vous agresser ou qui va venir agresser vos enfants ne viendra pas de 100 km. C'est quelqu'un qui est dans le cercle réduit. Toujours, les statistiques sont là. Et donc, il nous revient, maman, papa, en tout cas à la maison, de pouvoir déjà, dès le bas âge, l'enfant, dès qu'elle comprend, dès qu'elle commence à parler, de pouvoir lui dire, on ne touche pas ici, on ne touche pas là, on ne touche pas là. Tu dis non. Et quand quelqu'un te touche, ou quand tu es mal à l'aise en présence de quelqu'un, tu dois le dire à maman, tu dois le dire à papa. C'est à la maison que nous devons commencer. Ensuite, un peu plus loin à la maternelle, au primaire, qu'est-ce que nous avons fait par exemple en 2025? Nous avons fait au dos, à la 4e de page de certains livrets scolaires, nous avons mis des messages très forts. Nous en avons mis à l'intérieur des livrets et au dos des livrets aussi, là où généralement il y avait les tables de multiplication, là voilà. Nous avons mis des affiches pour que les profs, pas les profs, puisqu'on est à la maternelle et au primaire, pour que les institutrices, voilà, et les instituteurs puissent déjà dire aux enfants, on ne touche pas cette partie. Quand tu es à l'école, autant tu ne veux pas qu'on tire tes cheveux, on ne va pas te demander de soulever ta jupe et d'enlever ton slip. Donc, on est en train de faire ce travail-là à la base. Et je sais aussi qu'au niveau du ministère de l'enseignement maternelle et primaire, il y a déjà, et le projet est très avancé, pour pouvoir insérer la notion de genre, ces notions éducatives-là, déjà dans les curricula de formation. On a eu une campagne aussi où il y avait un chant, quand tu me touches, tu ne dois pas me toucher ici, tu ne dois pas me toucher ici, tu ne dois pas me toucher là. Donc on est en train de faire ce travail-là pour que les enfants puissent comprendre, pour que le petit garçon puisse, dès la base, comprendre, et que la petite fille aussi puisse, dès la base, comprendre. Alors, la justice, c'est bien, madame, mais les moyens financiers sont toujours mieux pour pouvoir insuffler, on va dire, cette autonomie des dames, puisque ça commence souvent par là. Plus vous êtes autonome, plus vous êtes épanoui, que vous dites souvent dans vos sensibilisations. Donc, l'autonomie, c'est la liberté. Quel est l'appui de l'INF dans cet entrepreneuriat féminin aujourd'hui en 2026 dans vos combats? Alors, il faut savoir que l'autonomisation financière n'est pas directe, je vais dire. Directe ne relève pas du mandat de l'Institut national de la femme, qui a plutôt un mandat juridique et judiciaire, et aussi un mandat lié à la promotion du leadership féminin. Toutefois, nous sommes conscients, comme vous l'avez dit, qu'une femme autonome sera moins enclin à subir des violences qu'une autre qui n'est pas du tout autonome. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous jouons un rôle de facilitateur, entre les victimes et des projets du ministère des Affaires sociales et de la microfinance ou d'autres structures. Par exemple, nous avons le microcrédit à la FIA qui est passé progressivement de 50 à 100 et ensuite à 200. Le programme Bessoké aussi pour l'inclusion. Donc, nous servons de pont. Il y a beaucoup de femmes chez nous et au fur et à mesure qu'elles arrivent, au fur et à mesure du traitement de leur dossier, nous avons une liste que nous partageons donc avec le ministère. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une dame qui a un magnifique projet qui sera lancé d'ailleurs la semaine prochaine, où elle veut former ou renforcer les capacités des femmes, des jeunes filles qui voudraient aller dans le domaine des métiers, des services de métiers domestiques, par exemple. Donc, elle est venue nous voir avec ce projet-là, en dehors du fait que nous serons sur le panel le jour de l'événement pour parler des lois et tout ça. Nous avons mis à sa disposition une vingtaine de listes, une vingtaine de personnes sur une liste pour que ces personnes-là, si elles le veulent vraiment, elles puissent se former ou s'outiller, je vais dire, pour avoir plus de compétences dans ce domaine-là. Donc, nous ne sommes pas dans l'autonomisation financière directe. Donc, de façon indirecte, voilà, nous venons en appui, nous servons de pont pour relier les femmes et les filles qui sont avec nous à d'autres structures. On va faire une analyse peut-être. Rien que ça ne suffit pas déjà. C'est-à-dire, ces gens d'aide, le SUID, Bessoké, etc., pour autonomiser la femme, ne suffit pas déjà pour régler tous les problèmes qui viennent à vous. Absolument pas. Vous savez, lorsque la violence survient, ou la violence en elle-même,
elle est multiforme et multidimensionnelle. Et donc, le traitement doit être aussi multiforme et multidimensionnel. Pendant que vous êtes en train d'attaquer le volet médical, ok, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut le volet juridique et ou judiciaire. Mais dans le même temps, il faut aussi penser au volet autonomisation. Donc, ce sont tous ces aspects-là qui, ensemble, mis ensemble, permettent de dire que, bon voilà, nous sommes une femme, nous sommes une génération de femmes, ou nous sommes en train d'avoir une génération de femmes qui ne sont plus en crise. J'utilise votre thème à l'entame. Allez, le thème dit toutes les femmes. Oui. Mais aujourd'hui, comment l'UNF sort-il de Cotonou pour atteindre la femme rurale qui est dans les champs, qui ignore tout de ses droits? Bon, elle commence à... Elle ignore de moins en moins, par la grâce de Dieu, elle ignore de moins en moins. Alors, ce que nous faisons, c'est que déjà dans nos statuts, l'État nous a donné la possibilité, le devoir, je vais dire, d'assurer un maillage territorial. Et ce maillage territorial-là fait que nous sommes présents dans toutes les communes, dans tous les départements. Nous avons des points focaux. Aujourd'hui, nous sommes estimés, les points focaux INF sont estimés à environ 10 000. Nous les avons dans chaque guichet unique de protection sociale, donc les anciens CPS. Nous avons nos points focaux au niveau des universités publiques. Nous avons nos points focaux au niveau des lycées, collèges et centres de formation professionnelle. Nous avons nos points focaux aussi au niveau des écoles maternelles et primaires. Donc, ces focaux-là nous permettent d'être en contact direct avec la population et aussi nous permettent de remonter rapidement les cas de violence et aussi empêche de plus en plus que la voix des femmes soit étouffée. Deuxième stratégie que nous avons mis en place, ce sont nos campagnes de sensibilisation. Et là, comme je l'ai dit dans mes propos, nous avons besoin de tout le monde. Et tout le monde est concerné, jeunes, vieux, moins jeunes, leaders religieux, acteurs locaux. Tout le monde est concerné. Et lorsque nous allons dans les communautés, nous y allons vraiment humblement avec nos lois, certes, mais aussi avec les traditions, avec nos cultures, pour leur montrer que la colonisation ne nous a rien amené d'extraordinaire. Hein. Bien traiter la femme, on le savait déjà, on savait si bien le faire. Alors pourquoi est-ce qu'il faut laisser la modernité venir gâcher ce que nous avions déjà dans nos traditions, dans nos cultures? Donc c'est ce que nous faisons. Nous allons dans les communautés. Nos points focaux sont là. Les activités, leurs activités, nos campagnes de sensibilisation. Voilà tout ce que nous faisons pour être au plus près des populations. Et puis, nous ne fonctionnons pas en vase clos. C'est un réseau. Okay? Au niveau du ministère de la Justice, par exemple, il y a les relais communautaires. Au niveau de l'UNICEF, par exemple, il y a les coordonnateurs YouReport. Voilà. De sorte à ce que, dans une localité, j'ai été informée, par exemple, dans la zone du Koufou, il y a environ 2 semaines, d'une jeune fille de 12 ans qui a été envoyée en mariage forcé. Et le drame. Et voilà l'une des choses pour lesquelles personne ne pourra jamais me convaincre que je ne suis pas en train de mener le bon combat. À 12 ans, elle a été donnée en mariage. Et pour sa première fois, parce qu'elle s'opposait, quelqu'un a pris son téléphone, a filmé la scène, parce que la vidéo a été largement partagée. Et donc, quelqu'un a filmé le prétendu mari en train d'avoir des relations sexuelles avec en griffe la petite fille? La petite fille de 12 ans. Et donc, on voyait dans la scène 2 personnes la maintenir pour que le jeune homme ait des relations sexuelles avec elle. Et ça, c'est un coordonnateur de YouReport qui me l'a signalé un dimanche à 23 h. Je lui ai demandé de me donner toutes les informations. Ensuite, on a saisi le commissariat le plus proche. Malheureusement, la vidéo avait déjà été tellement relayée que les agresseurs ont compris et ont détalé. Mais on a pu prendre en charge la petite fille. Donc, la situation est là, que nous devons nous sauver nous-mêmes de cette dérive-là. Il est important qu'on puisse nous sauver cette génération-ci de cette dérive-là. Est-ce qu'il y a des femmes qui vous combattent dans ce combat? Je n'en ai pas encore vu. Généralement, la femme, elle ne combat pas, elle ne comprend pas. Quand vous dites par exemple à une femme, tu as la possibilité de donner ton nom à ton enfant, elle ne comprendra pas. Mais quand tu lui expliques que bon, voilà, tu es dans une situation où il y a refus de paternité,
C'est vrai, on peut faire un test d'ADN. Tu n'as peut-être pas les moyens de faire le test d'ADN et le monsieur qui ne veut pas de la grossesse ne va certainement pas débourser un copec pour ce test d'ADN. Est-ce que tu vas laisser ton enfant, parce que déjà d'ici 2 ans, l'enfant va commencer la maternelle, tu vas laisser ton enfant ne pas aller à l'école ou bien en attendant qu'on puisse trouver une solution, tu vas donner ton nom à ton enfant, la loi te le permet, pour que ton enfant puisse avoir une éducation sereine. Donc, quand on commence à expliquer à la femme, elle dit, OK, je comprends cette possibilité-là que l'État me donne. C'est nouveau. La loi a été votée en 2021. Toutes les femmes ne sont pas encore informées. Et donc, je comprends cette possibilité-là que la loi me donne et donc je le fais. Donc, il faut expliquer. Je pense que, et en aucun moment, nous, on est venu brandir la loi. Non, il faut toujours expliquer. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose auquel on n'était pas habitué. C'est quelque chose qui semble irréaliste. Donc, il faut prendre le temps d'expliquer. Voilà pourquoi le législateur a pensé à ça. Voilà le bien fondé de la loi. Et quand on explique, elle comprend. Et comment l'IONEF transforme-t-il ces hommes peut-être suspects en partenaires de lutte, puisque vous dites que vous avez besoin de tout le monde? Oui. Non, mais les hommes sont nos alliés. Et comme je vous l'ai dit, il y a des mois où le pic, quand on regarde les dénonciateurs, quand on analyse un peu, on se rend compte que les hommes battent tous les records en termes de dénonciation. Ben, ce que nous faisons, comme je l'ai dit, déjà dans les communautés, c'est de ne pas parler uniquement aux femmes. Nous parlons aux femmes, aux hommes. Nous parlons aux filles, nous parlons aux garçons. Nous parlons aux vieux, nous parlons aux vieilles. Toutes les générations. Et le discours n'est pas celui de venir avec voilà, les lois et tout. Non, c'est de venir avec les lois. C'est notre mandat, c'est notre mission. Et d'expliquer pourquoi l'État a eu besoin de créer l'Institut national de la femme, ce que nous faisons, surtout ce que nous offrons. Parce que ce que je n'ai peut-être pas dit depuis, c'est que tout ce que le gouvernement a mis à disposition des victimes est totalement gratuit, c'est totalement offert par le gouvernement béninois. Lorsque, dans une affaire de viol, d'harcèlement et autres, je constitue un avocat pour une famille, pour une victime, la victime n'a rien à débourser. Et lorsque, par exemple, elle est mineure, qu'elle a été, voilà, malheureusement confrontée à un cas de violence et qu'elle vient d'une région éloignée, parce que je veux réduire au maximum les cas d'absentéisme lors des audiences, je vais lui permettre de se déplacer. Étant mineure, elle ne peut pas voyager seule, donc elle est un parent accompagnateur. Je vais leur permettre de pouvoir se déplacer, d'être logée et de pouvoir se nourrir, tout ça. Et tout ça, c'est vraiment offert. C'est offert aux populations pour leur permettre. Parce que lorsque la violence arrive dans une famille, on se dit, c'est long, c'est éprouvant. Qui va me soutenir? Et donc, nous venons déjà pour le soutien psychologique. C'est très important. C'est un élément vital, le soutien psychologique. Et nous avons des psychologues à Cotonou, mais aussi dans les départements. Dans les départements, nous avons aussi des psychologues. Donc, c'est de déjà prendre la fille, la famille. Parce qu'il y a des fois où les parents viennent, ils ne sont pas capables de parler. Il faut leur donner le temps. Qu'est-ce qui les tétanise à ce point? Ce que l'enfant a vécu. D'accord. Et généralement, vous voyez l'enfant dans le rôle, au niveau de la salle des pas perdus de l'Institut, en train de jouer. Et vous vous rendez compte qu'elle n'est même pas consciente de ce qu'elle a vécu. Et vous voyez la maman tétanisée. Souvent, les pères, ils n'arrivent pas à parler. Ils sont là, la tête entre les mains, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et donc, il faut leur laisser le temps d'accuser le choc. Il faut leur laisser le temps, avec les psychologues, de pouvoir s'ouvrir tout doucement. Et ça vient tout doucement. Ce n'est pas en une séance, ce n'est pas en 2 séances. Mais en même temps qu'on est en train d'attaquer le volet psychologique, on embraye en même temps sur le volet social. S'il faut extraire l'enfant, on embraye en même temps sur le volet juridique et judiciaire. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et c'est important que les populations soient informés de ça. Et quand nous allons dans les communautés, nous martelons ces choses-là. Donc vous ne restez pas toujours à côté. Mais non, je suis tout le temps partie. Là, comme nous allons finir avec la GIF, là, les sollicitations ici et là, il faut remonter à l'intérieur du pays. Les points focaux sont en action, les antennes départementales sont en action, les psychologues sont en action, mais il faut remonter à l'intérieur du pays. Il faut parler. En 2024, en décembre 2024, nous avons fait le tour du Bénin, où nous sommes allés à l'encontre des filles artisanes. Parce que généralement, elles n'ont pas été longtemps à l'école, elles ne comprennent pas les lois.
c'est un milieu où règne vraiment la pauvreté et très facilement, elle va se laisser aller à un jeune homme qui lui donne 500 francs par jour, 1000 francs par jour. Mais nous sommes allés à la rencontre de ces femmes-là. Je ne peux pas vous dire les choses que j'ai entendues. C'est terrible. Il y a beaucoup de choses qui se passent et elles n'étaient pas informées. Et à la suite de notre passage, bien qu'elle n'ait pas voulu s'exprimer là devant tout le monde, le 114 a grouillé, a crépité d'appels. Oui, j'étais à tel endroit, j'ai vu votre sensibilisation, je vous appelle parce que. Et nous venons à l'aide pour ces femmes-là. Je me rappelle quand on a fait le tour aussi des collèges d'enseignement du Bénin, il y a une petite fille, je peux appeler son nom parce que bon voilà, il y a beaucoup de Pira. Elle s'appelle Pira, une belle petite jeune fille et qui déjà, avec les questions, on avait senti que bon, elle était vraiment intéressée. Voilà. Et donc, quand on est revenu à la base, ben, elle nous a contactés. Elle s'est rapprochée de moi déjà pour dire, est-ce que je peux avoir votre numéro? Donc, je lui ai donné mon numéro. Ensuite, elle m'a contacté. Elle m'a dit, il y a tel professeur qui fait telle et telle et telle chose. Je lui ai dit, ne cède jamais. Et si tu as un problème, si c'est un problème pour aller à l'école, je suis là, je vais t'aider. Mais ne cède jamais. Il y a cette conception... ne pas épouser leur... Non, je sais. On a cette conception-là où on dit que le mouton ne broute que là où il est attaché. Mais aujourd'hui, là, depuis 2021, si vous vous hasardez à brouter là où vous êtes attaché, vous allez vous retrouver là où je ne souhaiterais pas que vous vous retrouviez. Je vous aime beaucoup. J'aime les enseignants. Je ne veux pas que vous vous retrouviez dans ces endroits-là. C'est pour ça que quand j'arrive quelque part, dans un lycée, dans un collège, je le dis et je reste transparente avec les gens pour qu'ils comprennent. Laissez les filles aller à l'école. Laisse-la aller à l'école et puis quand elle a fini, ben, tu lui fais ta demande en mariage et tu l'épouses. Mais laisse-la aller à l'école. Parce que quand vous entamez cette relation-là, qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, 3 mois après, elle tombe enceinte. Très rapidement, elle tombe enceinte. Elle est enceinte. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre pays, la grossesse, l'état de grossesse d'une enfant, d'une jeune fille, pardon, ne doit pas être un prétexte pour qu'on la renvoie. Certes, mais le trauma que ça cause. Et puis avoir un enfant, c'est, voilà, tu n'accouches pas juste, après il faut prendre soin de l'enfant, il faut prendre soin de toi. Et quand tu es en train d'aller à l'école et en même temps confronté à ça, c'est problématique. D'accord, donc Pira... je lui fais un coucou si j'avais... C'est ma bonne petite protégée. D'accord. Allez, nous sommes en train de finir progressivement, mais je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Pour une dame victime peut-être de violences conjugales, dont l'information vous parvient, quelle est la procédure tout de suite enclenchée? Alors, victime de violences conjugales, donc je suppose des coups et blessures. Peut-être un cas de viol conjugal. Supposons que c'est peut-être le voisin qui voilà, est fatigué d'entendre les coups et qui nous contacte. Et peut-être ce voisin-là va dire, le monsieur, il est compliqué, moi je veux dénoncer de façon anonyme. Donc on préserve l'anonymat voilà, du dénonciateur. Donc ce qu'on fait, dans ce cas, si c'est la dame qui est venue nous voir, qui est venue nous poser son problème, nous allons appeler, nous allons déposer une plainte. Parce que quand elle vient, il ne suffit pas de venir me dire j'ai été tabassée par mon époux. Ça a commencé quand? Il y a des questions qu'on pose. Est-ce que tu as été à l'hôpital? Est-ce qu'il y a un certificat médical? Si éventuellement elle vient de subir la violence et qu'elle n'a pas encore été à l'hôpital, bon, nous l'envoyons au commissariat le plus proche. Nous avons un réseau d'officiers de police judiciaire, donc ça va très vite. Ensuite, une fois qu'elle a sa réquisition, elle peut aller à l'hôpital. Si éventuellement c'est urgent, elle va déjà à l'hôpital et ensuite on fait les démarches pour qu'elle ait cette réquisition. Donc la preuve est là. C'est prouvé que elle est battue. Donc tout de suite, nous allons déposer une plainte au procureur en fonction de la juridiction. Et puis voilà. En même temps? Oui. Sans initier une médiation? Non, il n'y a pas de médiation quand il y a cause et blessure. Ah d'accord. Il n'y a pas de médiation. Quand il y a cause et blessure, c'est une infraction, il n'y a pas de médiation. Quand il y a cause et blessure. Par contre, pension alimentaire, il ne veut pas donner la popote, ça, on va gentiment appeler le monsieur, on va lui expliquer. Voilà, nous sommes dans un état où les enfants que vous avez mis au monde doivent manger, doivent aller à l'école. Donc voilà, voilà ce que dit la loi et nous pensons que maintenant que vous êtes au courant, nous supposons que vous n'étiez pas au courant, maintenant que vous êtes au courant, vous devez le faire. Il y en a même qui disent, bon ben dans ce cas, pour être sûr que... vous soyez sûr que je fais ce qu'il faut, je vais venir laisser la popote ici et tout. Il y a d'autres qui nous proposent ça. Bon, nous leur disons, bon, il n'y a pas de souci, continuez à donner, nous allons juste faire un suivi, pour savoir si la situation s'est atténuée. Donc, en cas de coups et blessures, c'est directement une plainte en fait. Viol, coups et blessures, mariage précoce, mariage forcé, harcèlement sexuel.
que ce soit ordinaire ou d'un enseignant, d'une enseignante vers son élève ou d'un supérieur hiérarchique à sa collaboratrice ou son collaborateur, puisque ça va dans les deux sens. Tout de suite, voilà. Et à quel moment prend fin la prise en charge? La prise en charge ne prend fin que lorsque le volet judiciaire est à son terme, il y a une décision de justice, dès qu'on a suivi le processus psychologique, parce que comme je vous ai dit, c'est un process et ça prend du temps. Okay? Et lorsque la victime a donc complètement rétabli, et lorsqu'elle est complètement rétablie, il y a des signaux. Lorsque vous discutez avec elle, elle est complètement rétablie, elle peut vous parler, vous sourire. Mais lorsqu'elle n'est pas encore guérie, dès qu'elle commence à s'effondrer en larmes, donc vous savez que la douleur est encore là, elle est encore en train de subir. Et lorsque, sur le plan autonomisation, sur le plan économique, nous sommes arrivés à lui trouver elle a une activité génératrice de revenus qui puisse lui permettre de subvenir à ses besoins. Et lorsqu'elle est réintégrée dans la communauté, on fait aussi ce suivi-là de concert avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et c'est seulement en ce moment-là qu'on peut dire la prise en charge est terminé. Mais le dossier est toujours là. Son dossier est toujours là. On n'archive jamais les dossiers des victimes. Le dossier est toujours là et on peut le réouvrir. Mais est-ce qu'il y a eu des cas où les familles vous réclament leur enfant? Venir à ses besoins. Et lorsqu'elle est réintégrée dans la communauté, on fait aussi ce suivi-là de concert avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et c'est seulement en ce moment-là qu'on peut dire la prise en charge est terminée. Mais le dossier est toujours là. Son dossier est toujours là. On n'archive jamais les dossiers des victimes. Le dossier est toujours là et on peut le réouvrir. Mais est-ce qu'il y a eu des cas où les familles vous réclament leur enfant? Venir à ses besoins. Et lorsqu'elle est réintégrée dans la communauté, on fait aussi ce suivi-là de concert avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et c'est seulement en ce moment-là qu'on peut dire la prise en charge est terminée. Un offre de soulagement et ils sont très ravis, hein, la famille de la dame est très ravie de pouvoir la recueillir. Il y a certains parents, que moi je félicite d'ailleurs, qui n'hésitent pas à dire quand ce n'est pas bon là-bas, reviens à la maison. Et moi, tout fille est gossé non tout. Donc quand ça ne va pas là-bas, reviens à la maison, je préfère te voir en vie. Tu es toujours mon enfant, je préfère te voir en vie que 6 pieds sur terre. Merci pour la sincérité de vos réponses, madame. Et si vous avez aujourd'hui un message peut-être pour cet homme qui a peur de l'INF en raison de l'orientation de votre combat, et pour cette femme qui hésite encore à aller vers l'INF en raison de la pesanteur sociologique, que leur diriez-vous? Alors, je dirais tout simplement à l'homme qui a peur de ne pas du tout avoir peur. Pourquoi? Parce que les hommes sont nos alliés. Okay? Nous ne combattons pas les hommes, nous combattons les dérives. Donc, si éventuellement tu entends parler de l'Institut national de la femme, tu te dis vraiment, ces femmes-là, elles sont déchaînées contre les hommes. Nous ne sommes pas déchaînés contre les hommes, nous sommes déchaînés contre les dérives. Et donc, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que tu es un allié. Nous avons besoin de toi pour dénoncer. Nous avons besoin de toi pour aider. Aujourd'hui, tu ne peux plus voir une femme, une fille en situation de violence, en situation de désastre et passer ton chemin en te disant, pour ça ne me regarde pas. De toute façon, elle a été violée parce qu'elle a porté une petite jupe. Non, on n'est plus à ça. Ça, c'était avant. Donc, nous avons besoin de vous dans ce combat parce que le bénéfice, nous serons tous et toutes bénéficiaires de cette lutte-là. Et à la jeune dame, la jeune fille qui me suit, qui vit, qui a vécu ou qui connaît quelqu'un qui vit des cas de violence, je donnerai 2 numéros. Le 114, qui est totalement gratuit, peu importe le réseau de téléphonie que vous utilisez, vous composez le 114. Le 114 est accessible les jours ouvrés, du lundi au vendredi, et également les week-ends, les samedis. Donc n'hésitez pas à composer le 114. Nous avons un deuxième numéro, c'est le 01 51 07 88 88. Et ce numéro est en même temps un numéro d'appel, mais aussi un numéro WhatsApp qui vous permet de sécuriser rapidement les preuves, des audios, des photos, des vidéos que vous envoyez. H24, ce numéro est opérationnel pour vous permettre de sécuriser les preuves et pour vous permettre de nous joindre. Aujourd'hui, l'État, nous avons cette chance-là que l'État a mis en place ce qu'il faut pour nous aider. Et les services auxquels vous allez bénéficier, dont vous allez bénéficier à l'Institut national de la femme, sont totalement offerts. Avocats, c'est nous qui nous en chargeons. Le travail qui est fait par les psychologues cliniciennes, nous nous en occupons. Toute la paperasse juridique, nous nous en occupons.
Que demander de plus? Je nous invite donc à recourir au service de l'Institut national de la femme. Aujourd'hui au Bénin, une femme n'est plus seule. Nous sommes avec vous. Merci. C'est nous qui vous remercions, Madame Fleur Gino, secrétaire exécutive de l'Institut national des femmes. Avec vous, nous avons abordé justement la question de la femme, cette surprotection des femmes. C'est un combat auquel vous croyez. Un combat noble, et j'y crois. Et vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas, vous ne voyez pas celui qui va vous convaincre que vous étiez que vous êtes dans le mauvais combat. Bonne fête à nouveau. Bonne fête à nous. Bonne journée donc à toutes les femmes du monde. C'est tout pour l'entretien de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez épuisé l'essentiel donc de ce travail que fait l'INF pour l'épanouissement des femmes. C'est pas contre les hommes, c'est avec les hommes. C'est ça. Et vous pouvez retrouver cette émission en nouvelle diffusion, mesdames et messieurs, ce lundi à partir de 21h30. Mais déjà, suivez-la sur notre site internet www.etelebénin.com et sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous. Le programme se poursuit.